aujourd'hui. Charles Booth, merci beaucoup. Merci Elisha, bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous voir aussi nombreux à ce webinaire. Comme vous le savez, Technocompétences est là pour soutenir le secteur des TI et plus généralement les entreprises qui embauchent de la main-d'œuvre en technologie de l'information et des communications. Et on est là pour vous informer des grandes tendances du marché du travail et des différentes tendances qui impactent notre secteur comme des tendances législatives. Et donc, on profite finalement de ces 1 an de loi 25 pour faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour peut-être éclaircir un petit peu ce qui peut être flou pour certains. Et on sait que pour beaucoup de monde, c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que on a sollicité Pierre Martin pour lui demander s'il acceptait de partager son savoir et ses connaissances sur le sujet pour justement vous aider. Je n'aurai pas davantage de choses à vous dire ce matin. Merci encore pour votre fidélité. Et puis, Pierre Martin, je te laisse la parole. OK, bien, merci Charles. Merci Lisha aussi. Alors, je ne veux pas Oh, oui. interrompre que Pierre Martin, tu parles. Il y a Cassie Qui est là? Réaume, notre DG, qui est là. Super. Donc, Cassie, je t'ai autorisé ton micro. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour Cassie. Bonjour. Est-ce que tu as ta caméra activée aussi? Oui, là, ça fonctionne. Ah, bon, là, je ne te vois pas. Pour ma part, c'est peut-être mon ordinateur qui bug. Dans tous les cas, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu peux juste Fantastique. mettre ton petit mot et puis il n'y a pas de problème. On ne voit pas ton beau visage, malheureusement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Elisha. Merci, Charles. Bonjour, monsieur Martin Tardif. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je souhaitais saluer l'ensemble des participants ce matin. Merci de votre attention. Merci d'être présent avec nous. Et brièvement me présenter. Mon nom est Cassie Réaume. Je suis la nouvelle directrice générale de Technocompétences. C'est tout frais. Je suis là depuis 1 mois. On va annoncer ma nomination bientôt. Je suis très, très heureuse et fière de me joindre à l'équipe de Technocompétences à titre de directrice générale, poursuivre les grands projets d'impact qui sont importants, sur lesquels on travaille d'arrache-pied. Je suis personnellement très intéressée par l'ensemble des thématiques qui touchent le futur du travail, la transformation numérique, et ce sont des chantiers qui vont être porteurs chez nous dans l'avenir. Le webinaire aujourd'hui fait état aussi de notre intérêt pour la cybersécurité. Les enjeux qui l'entourent. Donc, je suis certaine qu'Elisha vous a parlé du mois de la cybersécurité qui s'en vient le mois prochain. Donc, on vous invite tous à demeurer alerte aux informations, aux activités que nous allons diffuser durant ce mois. Brièvement, à propos de moi, j'ai fait partie de la communauté tech montréalaise depuis de nombreuses années. J'ai un parcours en communication, mais j'ai également été développeuse web. J'ai travaillé en entreprise, en start-up. Et puis, je me suis aussi beaucoup impliquée auprès de la communauté. En fait, faire la promotion des femmes, les métiers, les carrières, la formation technologique, la littératie numérique auprès des femmes et des filles. C'est des thématiques qui me touchent beaucoup et qui me tiennent toujours à cœur. Et puis, j'ai passé les 5 dernières années là, à travailler en éducation technologie, donc permettre à des gens de se reconvertir en développement web, sciences des données, cybersécurité. Alors, très, très heureuse de pouvoir me joindre aujourd'hui à l'équipe de Technocompétences pour poursuivre les grandes tendances et développer des projets d'impact. Donc, je vous laisse la parole et puis je vous souhaite tous une bonne journée et puis merci beaucoup à tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Cassie. Pierre Martin, sans plus tarder, je vais te passer la parole. Et donc, puis, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Donc, on parle de la loi 25, mais en réalité, la loi 25, si vous la cherchez sur les sites gouvernementaux, vous allez voir que c'est une loi finalement qui venait mettre à jour plusieurs lois, mais qu'en elle-même
elle n'existe plus. C'est plutôt une mise à jour de nos normes de protection. Vous pourriez vous demander pourquoi on fait ça. C'est qu'on est rendu là comme, on pourrait dire, comme citoyen, comme civilisation. On se rend compte que finalement, malheureusement, le marché, si on peut oser appeler ça comme ça, le marché des cybercriminels s'est beaucoup développé et qu'il y a eu beaucoup de dommages à certaines personnes. Vous savez, il y a les dommages qu'on pourrait appeler au niveau financier, mais aussi, il faudrait tenir compte des dommages psychologiques qui sont causés aux personnes. Et donc, on a voulu faire une mise à jour. En réalité, on n'est pas les premiers à parler de ça. Les Européens nous ont, on pourrait dire, montré le chemin depuis il y a déjà plus de 5 ans. Donc, si on revient à la loi 25, qui, elle, finalement, vient toucher plusieurs lois, dont celle dans le secteur privé, celle dans le secteur public. Donc, tout le monde est visé par ce changement-là. Si on se dit, qu'est-ce qu'en pensent finalement les médias? Si on commence ici avec la presse, on dit que les PME sont à la traîne. Moi, je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez une préoccupation. Donc, déjà, c'est très, très, très positif. Est-ce que vous êtes à la traîne ou non? On verra dans à peu près 5-10 minutes. Vous pourrez le juger par vous-même. Mais le fait que vous êtes là aujourd'hui, je vous nomme leader de votre organisation pour être certain de, premièrement, faire la bonne parole, faire réaliser aux gens qu'il faut bouger, que ce n'est pas une option. Et le journaliste qui parlait de ça dans la presse disait entre autres qu'il y a une tâche colossale de nettoyer les données. Vous pourriez penser à la boîte de courriel du plus haut dirigeant, plus haute dirigeante de votre organisation. Peut-être qu'il y a beaucoup de renseignements personnels à l'intérieur de la boîte et peut-être qu'il y en a certains que ça fait longtemps qu'ils y sont. Puis il faudrait conscientiser les gens que le ménage commence par soi-même, dans ses propres courriels. Est-ce qu'il y a des choses sur des personnes que je n'ai peut-être plus besoin de conserver? Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir ces renseignements-là sur ces personnes-là. Et là, je ne parle pas d'une boîte de courriel personnelle, qui est une chose, je parle plutôt celle au travail que j'utilise pour parler avec ma clientèle, pour parler avec mon personnel. Est-ce que je suis consciencieux, consciencieuse avec ce que j'y conserve? Le devoir, lui, il y a déjà un certain temps, mais quand même, il n'y a pas si longtemps, dit que le Québec est invité à frapper fort et tôt. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on a une certaine inquiétude face, entre autres, aux entreprises étrangères. On ne veut pas qu'ils demeurent laxistes face aux obligations que nous avons, nous, au Québec, pour protéger les citoyens québécois. Et on veut, et vous savez, c'est un peu comme lorsque vous vous promenez dans une rue, des fois, vous faites peut-être pas attention à la vitesse. Et lorsque vous avez un rappel à l'ordre par un policier, une policière, vous allez faire attention par la suite. Donc, c'est peut-être pour sonner un coup pour dire attention, on est sérieux ici au Québec. Ensuite, le Journal de Montréal donnait un exemple pour l'application Nomade qui permet de faire des paiements en ligne. On disait qu'il n'est plus possible d'enregistrer sa carte de crédit de façon permanente pendant un certain temps. En réalité, on se rendait compte comme organisation que si on ne demandait pas le consentement à la personne qui utilise sa carte de crédit pour acheter des titres de transport, qu'on avait peut-être un écart au niveau du consentement, donc de la conformité à la loi. Et donc, le temps qu'on le mette en place, on s'est dit, on va cesser momentanément l'enregistrement des cartes de crédit. Vous savez, ça, c'est une décision de l'organisation. Chaque organisation peut prendre ses décisions par elle-même, voir quels sont ses risques. Donc, ça, c'est vraiment à vous à projeter, on pourrait dire, qu'est-ce que la loi veut dire dans votre organisation. Dans le journal des affaires, tout dernièrement, on dit que la loi 25 va bouleverser nos façons de faire. On ne dit pas juste une loi pour les juristes. Je vous assure que ce n'est pas uniquement que pour les juristes, qu'elle va impacter les entreprises. Et moi, je me dis, impacter votre organisation, oui, mais positivement. Et vous savez, dans toute loi, dans tout règlement qu'on vient ajouter dans la liste des choses que vous devez respecter, il y a toujours une façon de faire qui fait que je suis conforme, mais que mon personnel, mes façons de faire, finalement, ont même pu en profiter.
et non pas juste un centre de coût. Puis enfin, encore une fois, il n'y a pas si longtemps, le Conseil du patronat du Québec se questionnait et vous irez voir, c'est quand même assez intéressant. C'est une entrevue avec la personne qui est à la tête de la Commission d'accès à l'information du Québec, qui est là pour appliquer tout ce qui tourne autour de la loi 25. Puis elle disait, une des choses qui est vraiment importante pour votre organisation, c'est de vulgariser vers les individus, donc souvent votre clientèle, mais aussi votre personnel, de ce que vous faites avec les renseignements personnels, dans un souci de transparence. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est qu'il n'y a plus de cachette. Il n'y a plus de, je vais utiliser ces informations-là que je vais revendre à d'autres organisations qui vont pouvoir les valoriser puis qui vont me verser un montant en échange sans que j'informe la clientèle. Et si je le fais sans être transparent, là, je suis certain que je vais avoir de la difficulté au niveau juridique. Donc, je dois aussi réfléchir dans mes façons de faire et avec qui je fais affaire. Et donc, vous pouvez vous sentir un peu comme étant sur un fil de fer. Vous regardez autour de vous, vous sentez qu'il y a le vide et vous vous demandez comment je fais pour avancer. Et vous allez voir, c'est quand même assez simple. Quand on regarde la loi, ou plutôt qu'est-ce qui a été modifié, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public et bientôt dans le secteur de la santé, on va revenir avec une loi spécifique qui reprend de façon générale ce qui est déjà dans la loi 25. Donc, première chose, on doit nommer un responsable. Si vous n'en avez pas, dites-vous par défaut, c'est la personne qui est à la tête de votre organisation qui l'est. Et cette personne-là, lorsqu'elle a été mandatée, on doit s'assurer que de façon publique, on puisse savoir qui c'est. Donc, si moi, comme citoyen, j'ai une question à cette entreprise, je sais avec qui communiquer. On peut diffuser son numéro de téléphone ou peut-être une adresse courriel sur laquelle elle peut recevoir. C'est pas juste d'être son adresse courriel professionnelle, personnelle. Ça peut être une adresse un peu plus générique. Ça me permet de tout le temps conserver cette boîte de courriel-là, peu importe qui a été nommé responsable dans mon organisation. Et vous remarquez ici, je parle de ressources attribuées. Ça, ce n'est pas dans la loi. C'est moi qui vous le dis que si, et pour une saine gouvernance, si je vous donne une responsabilité, je dois nécessairement vous donner accès aux ressources nécessaires pour être capable d'exercer les responsabilités qui vous ont été attribuées. Et donc, vous avez, si vous êtes le dirigeant, la dirigeante d'une organisation, vous devez réfléchir à ça. Ensuite, et ça, c'est pas dans la loi comme telle, mais c'est quand même une obligation que vous devriez vous donner. Vous devriez nécessairement savoir ce que vous avez dans votre organisation. Parce que si vous ne le savez pas, vous n'avez même pas une idée du risque que vous encourez. Donc, le fait de savoir me permet de mesurer des choses. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous allez sûrement réaliser ceci, c'est que vous avez plus de renseignements personnels sur plus de personnes que ce que vous croyez. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils ne sont peut-être pas à des endroits qui vont vous laisser dans une situation confortable. Et ça sera dans le temps de faire ce ménage-là. Bien entendu, on va toujours vers ce qui est le plus important vers le moins important parce qu'on ne peut pas éteindre tous les feux en même temps. On doit aller au foyer de l'incendie. Même principe pour les renseignements personnels. Je vais y aller par ordre de sensibilité. J'y reviens dans quelques instants. Et dans la loi, on vous dit, bien, vous devez finalement aussi vous assurer de bien gérer les incidents de confidentialité. Vous devriez même avoir un registre. Un registre, ça peut être une liste très simple avec une date, quel incident a eu lieu, qu'est-ce que j'ai fait pour régler la situation. C'est une trace. C'est pour vous dans votre propre organisation. Le fait d'être tenu de tenir un registre, première chose, si jamais on vient enquêter sur moi parce qu'il s'est passé quelque chose de beaucoup plus grave qu'à l'habitude et qu'on vient voir un peu ma diligence. Donc, est-ce que j'ai finalement agi comme un bon citoyen corporatif? Revenons, entre autres, où sont les renseignements personnels? C'est un peu partout. Donc, vous avez une étude à faire. En gros, j'ai mis ça en 5 catégories faciles, mais en réalité, si j'étais dans votre organisation, on doit vraiment contextualiser. Il n'y a pas de recette magique. La recette, c'est de connaître votre organisation,
de prendre le temps de faire le tour et de bouger avec un certain pas. Évidemment, les boîtes de courriel, j'en ai déjà parlé. Tout ce qui s'appelle fichier, faites attention, des fois, on fait des extractions ou on prend des mauvaises habitudes de faire des extractions de certains systèmes et on s'en conserve des copies, puis on oublie de les effacer. Puis on avait momentanément besoin, c'était beaucoup plus efficace. Donc, je dois aller revisiter ça. Bien entendu, mes systèmes clientèle, on peut penser entre autres à la billetterie, si vous avez des événements, l'hôtellerie, si vous hébergez des personnes, ça peut être aussi des réservations. Ensuite, le système de gestion des ressources humaines. Donc, même si vous vous dites, moi, j'ai des services que je vends à d'autres organisations et ma clientèle, je n'ai pas de renseignements personnels au niveau de ma clientèle, parce que c'est toujours des adresses professionnelles, n'empêche que vous avez des ressources humaines dans votre organisation. Vous conservez des renseignements personnels de ces personnes-là, par exemple le numéro d'assurance sociale pour des fins fiscales et des systèmes de commerce électronique, nos fameux sites web transactionnels. Tantôt, on parlait d'une piqûre de rappel. J'ai bien aimé l'image de Charles. Durant la pandémie, la plupart des organisations, pour survivre, si on dit vite, 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 on s'en va sur le web. Sinon, on n'est plus capable de vendre à notre clientèle. Ce mouvement-là a peut-être été fait de façon rapide, mais je dois quand même avoir un second regard le plus rapidement possible. Et quand je dis le plus rapidement possible, vous avez remarqué que c'est la deuxième date anniversaire. 21 septembre 2021, c'est lorsqu'elle a été adoptée. À chaque date anniversaire, on y a été de façon progressive comme gouvernement pour nous laisser la chance de s'adapter. Bien entendu, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Plus que la date d'échéance arrive, plus que les gens se réveillent. Donc là, on parle d'à peu près une semaine, un peu plus qu'une semaine. Et ça y est, il y a à peu près toutes les clauses de la loi qui vont être applicables, sauf une. Pour la sensibilité, ça aussi, il faut vraiment être prudent. C'est vraiment en contexte. Par exemple, si j'ai mon nom complet dans un système, plus mon courriel, plus ma date de naissance, pardon, il y a déjà un problème parce que ça devient beaucoup plus sensible que si ce n'était que mon nom comme personne. Donc, quand je commence à combiner des renseignements personnels dans un même système, ça veut dire que la sensibilité globale de cette information-là a augmenté. C'est pour ça que je vous dis prudence, bien entendu, aussitôt qu'on parle de diagnostic, de situation sociale, de certains codes, comme par exemple le numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, etc., des informations relatives à des enfants, des informations financières. On s'entend que là, on tombe dans le très sensible. Et parmi les informations financières, tout à l'heure, je parlais pour les numéros de carte de crédit. Soyez très prudent face à la conservation des numéros de carte de crédit dans un système dans votre organisation. En temps normal, on ne devrait pas faire ça dans une organisation, même si on croit qu'on va aider notre clientèle. Il y a des organisations avec lesquelles on peut faire affaire qui, elles, ont tous les moyens de protection nécessaires pour protéger ce type d'informations-là financières dans leur système et ça serait plus avisé de faire affaire avec ces organisations. Il y a des grandes organisations internationales qui sont vraiment spécialisées dans tout ça. Ensuite, on parle de gouvernance. Gouvernance, c'est quoi? C'est que je m'assure que dans mon organisation, les gens comprennent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Les processus sont en place pour m'informer de la bonne situation de tout ça. Et bien entendu, il y a un droit décisionnel sous différents, qu'est-ce qu'on va appeler des rôles, sous différents rôles. Donc, j'ai différentes responsabilités. Pour bien faire ça, on appelle souvent ça le RACI. Vous cherchez sur Internet, vous allez voir des exemples. C'est très, très sommaire. Un tableau. On peut dire en gros qui fait quoi dans mon organisation. Je pense que le minimum, c'est qu'au moins que dans mon organisation, on le sache. Mais on va voir que le gouvernement aussi vous demande dans votre politique qui sera publiée de rapporter certaines informations sur ces rôles-là pour que le citoyen, la citoyenne puisse bien comprendre que vous faites vraiment attention avec les renseignements personnels. On vous parle du cycle de vie qui a toujours été là, de la collecte ou de l'importation, si ça vient d'une autre organisation, des renseignements personnels, jusqu'à leur destruction. Est-ce que je m'assure que tout ce qui a été mis en place permet une bonne protection? Et là, qu'est-ce que ça veut dire une bonne protection?
De façon générale, si on parle avec des gens plus juridiques que je ne suis pas et qu'on regarde le passé au niveau de la jurisprudence, on dit par rapport à votre secteur d'affaires, si jamais vous traînez, en bon québécois, de la patte, vous êtes en problème. Si vous sentez que vous êtes dans la bonne moyenne, tout va. Puis si vous êtes en avant-plan, donc vous êtes déjà un leader comme organisation par rapport à la protection, donc là, tout va bien, mais ça ne veut pas dire de se reposer sur ses lauriers. On parle aussi, et un grand terme, l'évaluation des facteurs concernant la vie privée des personnes. Finalement, c'est de la gestion de risque. Aussitôt que j'ai parti mon organisation comme entrepreneur, je faisais déjà de la gestion de risque. Je devais aller chercher du capital. Je devais savoir où développer mon marché. Donc, peu importe qu'est-ce que vous êtes comme organisation, vous en faites déjà, mais peut-être d'une façon un peu informelle. Ici, on vous demande de conserver une trace documentaire sur tous les systèmes qu'on a vus tout à l'heure qui pourraient conserver des renseignements personnels, surtout lorsque vous faites des modifications à vos systèmes. Je rajoute des fonctionnalités, je change de fournisseur ou je l'avais à l'interne et je décide de le mettre dans ce qu'on appelle l'info nuagique dans le cloud. À ce moment-là, je fais une évaluation de risque. Je me questionne qu'est-ce qui pourrait mal aller par rapport à mes renseignements personnels. Et bien entendu, on vous demande déjà à partir dans une semaine que si jamais il y a un problème avec un incident, d'avoir en place des réponses, entre autres, à ces instants-là. Donc, que vous ayez fait une réflexion. Et on vous demande déjà si jamais vous avez un incident de confidentialité qui amène un préjudice sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là comme un incident de confidentialité? Par exemple, quelqu'un qui accède de façon, et ça c'est pris de la loi, de façon non autorisée à vos données. On utilise ça pour une autre finalité pour laquelle c'était prévu. Donc, vous avez demandé le consentement, vous avez publié une politique, mais vous vous rendez compte qu'une personne à l'interne a fait autre chose que ce qu'elle devait faire avec les renseignements personnels. Vous avez communiqué ça avec un tiers, une autre personne, et ce n'était pas autorisé. Donc, vous n'aviez pas eu le consentement. Ou quelqu'un, d'une certaine façon, est parti avec des renseignements personnels. Ça peut être une personne qui est à l'interne de votre organisation, comme ça peut être un cyberattaquant, donc une organisation souvent qui est dans un autre pays, qui va venir déployer qu'est-ce qu'on appelle un rançongiciel dans votre organisation. On va vous menacer pour être capable de faire de l'argent. S'il vous plaît, ne payez pas la rançon. Vous êtes en train d'aider à ce genre d'industrie-là de se développer. Donc, vous allez causer des problèmes pour vous et pour les autres organisations, même si vous êtes déjà vraiment affecté par tout ça. Et donc, vous devez déclarer si ça l'amène un préjudice sérieux. Et là, encore une fois, c'est relatif. Ça dépend de la sensibilité du renseignement. On a vu des exemples tout à l'heure pour la sensibilité. Des conséquences appréhendées. Donc, si ce n'est qu'une liste de noms de personnes, c'est relatif. Cependant, si c'est une liste de noms de donateurs pour mon organisation et que je suis une organisation politique, et donc ça vient positionner un peu de façon politique ces personnes-là, je ne suis plus au même ordre d'idées. Et la probabilité d'utilisation à des fins préjudiciables, on peut penser faire chanter d'autres personnes. Donc, j'ai vu que tu avais fait telle chose dans le passé, les autres ne le savent pas. Ça peut être d'usurper leur identité. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais des actions qui peuvent être criminelles ou je peux faire des demandes de prêt en votre nom contre votre volonté sans que vous ne le sachiez. Et donc, ça, c'est des exemples de fins préjudiciables. La gestion des incidents, il y a un guide CyberEco qui s'appelle le guide de gestion des incidents. Vous avez des explications vulgarisées et tantôt, je vais vous parler un peu de l'aide disponible, des informations vulgarisées sur qu'est-ce que c'est un incident, comment on fait pour bien réagir. Ça aussi, vous le faites déjà. Par exemple, il y a un nouveau compétiteur, puis vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est d'informer les gens, d'avoir, si possible, des plans d'action d'avance. Donc, si jamais tel genre de situation se produit, voici en gros qui va faire quoi. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail, mais déjà d'avoir une structure de base va faire que vous allez réagir beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement.
Bien entendu, vous ne voulez pas que ça s'étende trop dans d'autres systèmes. Ici, on peut penser à nos renseignements personnels. Vous voulez enlever complètement toute trace de la menace. Vous devez, si vous avez trouvé une vulnérabilité, vous devez finalement les corriger et vous récupérez la situation. Et c'est difficile, si quelqu'un a réussi à voler des renseignements personnels, de dire que je suis capable vraiment de faire un recouvrement. Souvent, ils sont dans la nature. C'est facile de faire des copies d'informations. Hein. Il y a 30 ans, c'était plus difficile, même de façon informatique. Aujourd'hui, ce n'est même plus une question qu'on se demande. Et donc, j'essaie finalement que ça n'ait pas lieu, que quelqu'un ne puisse pas voler des renseignements personnels parce que le recouvrement est presque impossible et des leçons apprises. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Ou qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire qu'on faisait dans le passé? Ensuite, on va parler du consentement. Le consentement, c'est un acte, on pourrait dire, contractuel juridique que vous prenez en face d'un individu lorsque vous lui demandez des renseignements personnels. Vous lui dites ce que vous allez faire avec. Et donc, on vous demande que ça soit clair et que ça soit simple. Et si j'ai plusieurs finalités, donc plusieurs besoin d'utiliser l'information sur les personnes, je devrais avoir des consentements séparés. Il n'y a pas de consentement qui règle tout, un seul consentement avec 30 clauses d'explication de tout ce qu'on va faire avec votre information. Non, on devrait être capable de cocher ces 30 finalités-là. Posez-vous des questions si vous avez beaucoup de finalités. Pourquoi vous faites tout ça? Et où est-ce que vous allez avec tout ça? Puis quand on dit explicite, c'est vraiment je dois cocher la case. Elle n'est pas cochée par défaut. Donc, je dois m'assurer que la personne qui fait affaire avec moi a vraiment pu lire pourquoi on lui donnait ou pourquoi on lui demandait, devrais-je dire, le consentement, pourquoi finalement elle va me l'accorder. Et lorsque la finalité que j'ai demandée par rapport au consentement est terminée, cette information-là ou ces renseignements personnels-là devraient être simplement détruits dans mon organisation parce que ma finalité est terminée. Bien entendu, il y a toujours l'idée des clauses légales. Donc, si légalement, je suis tenu de conserver ces informations-là pour fin de vérification fiscale, par exemple, bien, je vais faire ce qu'on appelle un calendrier de conservation et dans le consentement, bien entendu, je vais spécifier que, par exemple, je vous demande cette information-là et qu'elle sera conservée pour les 7 prochaines années. Des mesures de protection, on y revient un peu plus tard. Parmi vos mesures de protection importantes, et ça, on vous le spécifie dans la loi, puis c'est une chose que j'ai oublié de vous mentionner, voyez la loi comme étant des propositions de mesures de protection minimales pour protéger les citoyens québécois donc, et citoyennes, bien entendu. Donc, c'est des choses que vous devez faire. On est rendu là comme société. OK, c'est pas ah zut, pourquoi il demande ça? Non, non. Vous devriez plutôt vous demander pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Et malheureusement, le législateur doit finalement vous menacer avec un bâton pour vous faire bouger. Donc, faites-le. Et ici, j'ai mis une petite lumière rouge. Les lumières vertes, jaune, rouge, on pourrait dire c'est plutôt à l'importance que vous devriez accorder et aussi en même temps la prudence. Donc, au niveau de l'anonymisation, donc dans la loi, on vous dit, vous pouvez toujours au pire aller conserver les renseignements personnels si vous les avez désindexés. Désindexés, ça voudrait dire que ne sont plus accessibles. Parmi les techniques de désindexation, il y aurait l'anonymisation. Entre autres, on est dans une ère de données ouvertes. Hein. On dit qu'on veut publier des données sur différentes opérations qu'on fait dans notre organisation. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être d'autres organisations, on parle de transformation numérique des organisations, qui pourraient venir valoriser ces informations-là, donc créer de la valeur, être peut-être capable de voir des tendances ou prévoir peut-être de nouveaux marchés, tout ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, quand c'est anonymisé, c'est je ne peux plus identifier la personne qui est à l'origine de ces données-là. Il y a différentes techniques. Moi, je vous mets une lumière rouge. Faites attention. Des fois, on peut penser que c'est suffisamment anonymisé. On a évolué depuis à peu près 10 ans au niveau de la recherche, au niveau de l'anonymisation. On est rendu avec ce qu'on appelle la confidentialité différentielle pour être certain justement que ça soit difficile à retrouver. Et dans l'ère où est-ce qu'on parle beaucoup des
super traitement de données qu'on appelle l'intelligence artificielle, peut-être que finalement même, on devra trouver encore une fois des nouvelles façons pour nous assurer qu'on ne puisse pas remonter à la source de la personne. Par exemple, si j'ai eu, et là je vous fais, ce n'est pas des exemples personnels réels, si j'ai eu une maladie vénérienne, je ne pense pas que j'aimerais ça que ma conjointe soit au courant. Ou peut-être que si j'ai des problèmes de santé mentale et que je suis une personnalité publique, puis que j'ai une relation particulière avec mon psychologue, j'aimerais peut-être pas que ça se retrouve au niveau du public. Donc, je comprends que les personnes avec qui je fais affaire aimeraient valoriser ces données-là pour des fins de recherche, pour des fins d'études de marché, pour des fins d'évolution de la société. C'est tous des finalités très positives, mais de grâce, faites attention à l'anonymisation. Et le petit dernier ici, c'est la sensibilisation. On vous oblige à aller voir votre personnel et de vous assurer qu'ils comprennent bien qu'est-ce que c'est un renseignement personnel, comment on le protège, par exemple, où est-ce qu'on peut le conserver, puis où est-ce qu'on ne peut pas. Et un exemple très, très anodin, un de vos employés reçoit de la part d'une cliente son adresse personnelle, son numéro de carte de crédit par courriel. On s'entend que ce n'est pas sécuritaire. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme orientation? C'est de dire à la personne qui reçoit ça, tu vas le détruire, tu ne peux pas le conserver, et de lui demander d'appeler la cliente, dans ce cas-ci, fictif, et lui dire, vous savez, vous ne devriez pas faire ça, puis de prendre le temps de lui expliquer. On s'entend que si vous avez 1 million de clients par jour, vous n'aurez peut-être pas la capacité d'écrire puis de contacter personnellement chacune des personnes, mais dites-vous, pour une personne et parmi votre clientèle bien sensibilisée, première chose, on va dire, hey, on prend vraiment soin de moi. On a pris le temps de m'appeler, méga service à la clientèle. Et pour une personne informée, dites-vous, il y en a peut-être 9-10 autres autour d'elle qui l'auront été en même temps parce que le bouche-oreille va faire que les gens vont faire plus attention. Et il reste une troisième date anniversaire l'an prochain. On vous demande, comme fournisseur de services ou de produits, que si jamais un de vos clients ou une de vos clientes vient vous voir et dit, j'aimerais récupérer l'ensemble de mes renseignements personnels qui sont dans vos systèmes, vous serez obligé d'être capable de lui produire dans un délai raisonnable, dans un format qui serait exploitable. Et là, c'est de façon générique et non pas spécifique, qui serait exploitable par une autre organisation. Donc ici, on évite on pourrait dire, les personnes qui ne peuvent plus se sortir d'une relation avec un fournisseur parce que le fournisseur ne veut pas retourner de l'information vers sa clientèle. On s'entend, les renseignements personnels devraient être vus comme appartenant à la personne. Ça permet de l'identifier. 4 prérequis en moins de 5 minutes. Le premier, c'est l'inventaire. Donc, tantôt, je vous disais, on devrait savoir où sont nos renseignements personnels. Il y a de l'information à aller chercher. Moi, je vois ça comme des poupées russes. Ça veut dire que le renseignement personnel pourrait être dans un fichier qui est sur un serveur dans mon organisation ou dans un système d'info nuagique, dans un répertoire ou dans un système qui est géré. Peut-être que je n'ai pas besoin d'aller trop spécifique. Je pourrais regarder le système de façon plus générique, à la technique des poupées russes. Évidemment, si un de ces renseignements-là est très, très, très sensible, peut-être que là, je vais aller un peu plus vers le détail, d'être un peu plus spécifique dans mon inventaire, parce que comme il est très sensible, il y a besoin on pourrait dire, de mesures de protection et d'une attention plus particulière par rapport aux autres renseignements. Pour la sensibilisation de votre personnel, différentes choses vous pouvez leur présenter. En gros, si je suis dans votre organisation, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez de moi, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois respecter ce que vous me dites, c'est quoi les conséquences pour moi comme personne et pour l'organisation, bien entendu, mais il faut toujours commencer par personnaliser les choses vers les individus dans mon organisation et comment toutes ces mesures-là ne viennent pas alourdir mon travail. Puis, si jamais je sens qu'on me demande des choses que je ne connais pas, de prendre le temps de m'habiliter vers ça. Et à ce moment-là, ce ne sont que des succès que vous allez vivre. Et prenez vraiment le temps de bien communiquer ça. Et dites-vous que si vous l'avez fait une fois, il y a déjà 1 an, première chose, vous avez probablement déjà des nouveaux employés.
Peut-être que les personnes ont changé de rôle et ont peut-être d'autres perspectives, puis ont peut-être des questions pour vous. Et dernière chose, des fois des rappels, ça permet de se re-questionner sur qu'est-ce qu'on fait déjà. Mais de grâce, ne donnez pas tout le temps la même formation à chaque année avec exactement les mêmes messages, la même présentation PowerPoint sur l'heure du midi, pendant qu'on fait un pizza midi. Vous aurez peut-être un peu moins d'empreintes que si vous variez les moyens. Puis parmi ces moyens-là, c'est peut-être même des fois d'aller rencontrer certaines personnes. Et dites-vous qu'à chaque fois que quelqu'un vous fait un retour négatif ou de surprise sur qu'est-ce que vous lui parlez, il y a quelque chose à aller chercher. Prenez le temps de communiquer avec la personne de façon plus, on pourrait dire, one-to-one, qu'un message peut-être à l'ensemble de mes employés. Un dernier point, vos fameuses ententes contractuelles. On parle, entre autres, on vous demande une grande prudence lorsque vous sortez les renseignements personnels du Québec. Ce n'est pas qu'on veut fermer les portes de marché. D'aucune façon, on ne vous interdit pas de le faire. On vous dit plutôt, prenez le temps d'aller voir l'entente contractuelle que vous êtes en train de signer. Puis assurez-vous que cette entente-là vous permet d'arriver aux mêmes mesures de protection que si cette organisation-là, qui est à l'extérieur du Québec, était au Québec. Et vous savez, les grands fournisseurs, la plupart des fournisseurs se sont déjà adaptés pour la plupart de vos systèmes. Des fois, il y a un petit coût supplémentaire pour vous assurer que c'est bien stocké, peut-être au Québec ou dans le pire cas au Canada. Et donc, prenez le temps de revoir vos ententes. Et comme je vous disais tout à l'heure, des fois, c'est un bon moyen pour créer de la valeur pour mon organisation. Dites-vous que tout contrat qui dort, il y a peut-être des renégociations de coûts à faire parce que peut-être que maintenant, vous payez un coût supérieur au marché et peut-être que justement, vous allez pouvoir économiser du même fait. Donc, vous allez pouvoir rajouter les clauses de conformité, mais en même temps, peut-être que votre coût contractuel, finalement, va pouvoir être revisité. Donc, j'ai mis différentes mesures que vous devriez mettre à l'intérieur du contrat. Encore une fois, c'est des mesures d'atténuation, des mesures de gestion de risque. C'est pour vous aider comme organisation. Donc, pour faire tout ça, ce n'est pas trop compliqué. Je suis où je suis. Ma réalité est ce qu'il y a de plus concret. C'est même rassurant. Parce qu'on ne peut pas discuter entre nous dans une organisation si c'est notre vraie situation. Donc, prenez le temps de faire le point, savoir où sommes-nous aujourd'hui. On n'a rien fait. Bien, on a fait quand même quelque chose parce que la loi met déjà sur le plus haut dirigeant, la plus haute dirigeante de votre organisation, cette responsabilité de la protection des renseignements personnels de toute façon. Donc, par obligation, vous avez déjà un rôle de défini. Qu'est-ce que vous faites avec? Donc là, le GBS, qui ressemble à votre GPS lorsque vous vous promenez en voiture ou en marchant, le gros bon sens, vous dit, bien, vous regardez la loi, vous regardez ce que vous devez faire, puis vous vous assurez de l'améliorer puis d'être en période d'amélioration. Et si possible, même une fois que vous jugerez que vous êtes rendu à une destination, comme le risque zéro n'existe pas, vous devrez toujours continuer de façon continue à améliorer la situation. Et j'aime bien cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte lorsqu'il n'y a plus, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » On revient au consentement, on vous dit qu'il faut que ça soit simple. On vous dit qu'il faut que ça soit compréhensible. Donc, c'est la même chose ici dans votre organisation. De grâce, gardez ça à votre portée. Et la cybersécurité dans tout ça, donc pour commencer, les plus grandes menaces d'aujourd'hui, il y a eu un rapport en 2023 de la part du Centre canadien de cybersécurité, entre autres vers les entreprises, puis ils répètent un peu les mêmes choses qu'ils avaient déjà publiées avant, parce que la situation, d'une certaine façon, est demeurée stable, c'est les rançongiciels qui sont la plus grande cause, la plus grande menace externe, je n'ai pas dit interne, externe à votre organisation, lorsque vous allez vous faire cyberattaquer. Donc, si moi, je suis moindrement réveillé dans mon organisation, j'ai pris le temps aussi d'en parler avec la haute direction. On est peut-être 3 dans la haute direction, on est peut-être 15, ça dépend de la taille de votre organisation, mais on a pris le temps d'en discuter ensemble et de voir comment on allait réagir. Ça fera la différence.
si le rançongiciel, les personnes qui l'ont déployé dans votre organisation ont réussi à mettre la main sur votre système d'information clientèle et sur votre système de gestion des ressources humaines, je crois que je commencerai à vouloir contacter la Commission d'accès à l'information du Québec parce qu'on vous dit d'être diligent et ne pas trop tarder pour les informer de tout ça. Je pense que je ferai affaire avec de l'aide externe, à moins que je sois une firme moi-même d'avocat ou de personnes spécialisées du côté juridique, parce que toute communication que je vais faire va devoir être très claire, va devoir être conforme et va devoir expliquer à la clientèle et à mes employés à l'interne qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait par rapport à tout ça. Il y a aussi le profilage. Dans la loi, on en parle. On dit faites attention. Si jamais vous faites du profilage d'individus, vous devez leur dire. Donc, si jamais je vous suis et que j'essaie de créer des rapports sur vous, entre autres, on peut penser aux sociétés de cotation de crédit. Il y a des règles spécifiques par rapport à ces organisations-là. Je dois quand même en informer les personnes. Et finalement, il y a la ségrégation. Puis c'est un peu la crainte qu'on a face à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas autant que l'intelligence, parce que tout outil a un double usage. On peut faire le bien avec ça comme on peut faire le mal. Et le mal, on peut le faire des fois de façon non intentionnée. Donc, faites attention, entre autres quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Est-ce que lorsqu'on prend des décisions, par exemple, je ne vous octroie pas telle marge de crédit ou je refuse de faire affaire avec vous, est-ce que je crée de la ségrégation? Est-ce que la façon dont je prends mes décisions, qu'on appelle décisions automatisées dans la loi, est-ce que ça donne des résultats qui tiennent compte de la diversité et il n'y a pas des personnes qui ont un certain profil spécifique qui sont ciblées sans que je m'en rende compte parce que je fais confiance à l'algorithme de façon aveugle? Il y a aussi des problèmes de réidentification. Tantôt, je vous disais, faites attention, les informations combinées. On réussit à réidentifier 87 de la population américaine avec seulement le code postal, la date de naissance et le sexe de la personne. Donc, on réussit à distinguer 87 du temps une personne sur 336 millions. Ça n'en prend pas beaucoup d'informations combinées pour revenir à la personne. 95 de réidentification pour 1,5 million de personnes avec juste 4 géolocalisations sur vous. Donc, pour vous dire, prudence. Et enfin, je vais vous parler de 5 risques à la vie privée. Donc, tout ce qui est web, tout ce que vous donnez comme site transactionnel, faites attention, c'est le plus grand risque selon les experts technologiques. Ensuite, les fuites de données avec qui vous faites affaire, donc vos fournisseurs, assurez-vous qu'ils ont un niveau de protection qui est adéquat pour vos besoins. Une réponse insuffisante, donc tout ce qu'on appelle la gestion des incidents. Et c'est pour ça que la Commission d'accès à l'information puis le législateur a dit, vous devez informer la CAI parce qu'on veut être certain que votre réponse, que la façon dont vous avez traité la situation est suffisante. Le consentement pour tout, je l'ai expliqué tout à l'heure, arrêtez de penser qu'il y a déjà une case à cocher qui est souvent même, il n'y a pas si longtemps, cochée par défaut, qui donne un texte d'à peu près 10 pages qui décrit à la personne tout ce que vous pourriez peut-être faire ou pas faire avec les données, puis la personne ne comprend rien. Demandez à n'importe qui, est-ce que tu as pris le temps de lire la condition d'utilisation du système avec lequel tu viens de t'abonner? La plupart des gens, que ce soit Facebook, TikTok ou n'importe quel autre, vont dire, j'ai jamais lu ça. Ce n'est pas un bon mode de fonctionnement. Et enfin, de ne pas être assez transparent. Donc, c'est l'idée de garder ça simple, c'est par souci de transparence. Et avec vos fournisseurs technologiques, assurez-vous d'avoir des bonnes mesures d'atténuation. Et je termine avec l'aide. Donc, il y a des sources documentaires, vous allez avoir accès à la documentation. Bien entendu, il y a des firmes d'avocats, de notaires, d'experts comptables, des regroupements. Vous n'avez que des exemples ici, il y en a plein d'autres. Ils sont tous bon, dans certaines perspectives, c'est à vous de le savoir. Si jamais vous êtes dans le doute, vous allez comparer avec d'autres, vous le faites parler, votre GBS va vous éclairer la route. Il y a la même chose au niveau des TI. On peut même vous aider en déployant certaines solutions dans votre organisation pour vous aider par rapport à la conformité. Il y a des regroupements d'entreprises. INSECEM, c'est un organisme sans but lucratif et on vous donne différentes formes d'accompagnement. À l'Université de Sherbrooke, mon employeur, on vous donne une certification comme responsable de protection des renseignements personnels. On s'entend, les coûts sont plus conséquents.
et technocompétences dans l'optique, comme on vous disait tout à l'heure, d'être prêt et pour aider les gens en TI, mais pas uniquement aussi au niveau TI, on peut regarder aussi les gestionnaires, il y a des formations. Ça vous aide vraiment à vous ouvrir toutes les portes, un peu comme je viens de faire aujourd'hui, mais en prenant beaucoup plus de temps pour vous expliquer qu'est-ce qui est important par rapport à la protection des renseignements personnels. Donc, c'est réel, c'est maintenant. Qu'attendez-vous? Merci. Merci beaucoup, Pierre-Martin, Là, je pour ne sais pas si vous cette... avez vu les chats ou quoi que ce soit, s'il y a des questions, comment Oui, vous voulez. alors là, il y a une question Oui, qui a été posée. Et nous aussi, on a notre petit coffre à questions. On en a quelques-unes. vas-y. Donc, la question qui est posée, c'est qu'en est-il dans le cas d'une maison mère hors du Québec qui peut accéder aux informations sur le personnel, par exemple? Donc, si jamais tu souhaites que je la répète, n'hésite pas à me le Non, non, dire. non, c'est beau, c'est très clair. Donc, moi, dans mon organisation, je suis une filiale. Il y a des renseignements personnels des personnes au Québec. Et qu'est-ce qui se passe avec la maison mère? Habituellement, la maison mère va devoir respecter les conditions particulières de toutes ses filiales dans peu importe quel pays. Donc, bien entendu, ça ne veut pas dire que la maison mère ne peut pas accéder aux renseignements personnels de sa filiale. Ça veut juste dire que ça fait partie de la normalité de travailler pour une division. Est-ce qu'il y a un consentement à demander au pire-aller si jamais il y a une crainte de la part de votre organisation au moment de l'embauche? Vous pouvez dire, bien, vous savez, on est une filiale de telle organisation. Je ne crois pas qu'il y a besoin de faire une longue litanie, cependant, sur la question. Ça fait partie de la réalité des choses ici. C'est pas à moins que votre maison mère américaine fasse des études particulières de profilage psychologique sur ses employés. Puis habituellement, à ce moment-là, il faut les informer. Je vous fais un exemple. Il y a des cas d'emploi, comme par exemple ceux qui font du trading. Ben, ils ont une surveillance particulière parce qu'on veut justement qu'ils soient très éthiques dans leur comportement. Et c'est la confiance de ma clientèle face aux bonnes actions qu'ils font avec les investissements qui fait que ça fonctionne bien, mon entreprise. Donc, ils savent déjà qu'ils vont se faire surveiller. Ils savent déjà que c'est normal. Donc, si je travaille dans les services de renseignement, puis je sais que je risque de... on va aller voir mon comportement. J'ai une bonne réputation. Donc, on sait qu'il y a déjà des secteurs où est-ce que c'est étudié plus à fond et ça fait partie du métier. Mais si je fais ça pour tout le monde dans mon organisation sans exception, peut-être que je peux me questionner sur la finalité. Merci, Pierre-Martin. Alors, une autre question. La loi 25, est-ce que Pierre-Martin, il m'entend? Parce que j'ai l'impression qu'il est figé de Oui. mon côté. Ah OK. oui. Moi, je bouge. En tout cas, peut-être que je bougeais Ah, plus. c'est Vas-y. peut-être moi, alors autant pour moi. Allez, on va être OK. rapide, je ne vais pas perdre de temps. Donc, la question est la suivante. La loi 25 affecterait-elle également les réseaux sociaux ou est-ce qu'elle va relever de la responsabilité des réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram de gérer et de protéger les données de ses utilisateurs? En gros, de qui relève, qui est responsable en fait de la gestion des renseignements personnels des utilisateurs de ces plateformes? Quand je suis un citoyen d'un pays donné et que je choisis une plateforme et que lorsque je regarde cette plateforme-là, on ne me donne aucune indication qu'on est assujetti à une loi de mon pays, de ma province, de mon territoire où est-ce que je suis et que je fais affaire avec cette plateforme, donc que j'en deviens un utilisateur, c'est ma propre gestion de risque personnelle. Donc, la loi 25, c'est vraiment pour les entreprises qui ont un pied au Québec, où est-ce que aussitôt qu'on fait affaire avec le Québec, vous êtes assujetti. C'est un peu différent avec le Règlement général de la protection des données européen, qui, lui, a une portée extraterritoriale parce que ce n'est pas une loi, c'est un règlement. Et donc, on se donne la permission de poursuivre une organisation qui, on pourrait dire, ferait une mauvaise gestion des données des Européens, mais par exemple aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et une des particularités du RGPD, c'est que c'est toujours une poursuite faite par un pays, par un des pays membres de l'Union européenne. Et donc là, il faut voir tout le brouhaha que ça pourrait faire. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais bref, si lorsque je m'abonne à un service, je ne prends pas soin de consulter
Parce que comme citoyen, chacune de mes décisions a aussi un impact sur le risque que je vis et que je ne m'assure pas que cette plateforme-là de réseaux sociaux me garantit une protection au niveau du Québec, donc d'être conforme à la loi québécoise ou au pire de la loi canadienne, c'est ma propre gestion de risque. C'est moi qui décide. Et dites-vous, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, on l'entend souvent, là. Donc, il y a une raison pourquoi ça ne vous coûte rien. Posez-vous vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser cette plateforme? Merci Pierre-Martin. Encore une autre question. La CAI offre des formulaires Word ou PDF pour faire une demande, donc de renseignements, rectification, de retrait, dans lequel il faut inscrire des informations personnelles et transmettre par courrier. Est-ce que c'est une pratique sécuritaire? Oh, c'est une question presque piège. Je vous ai déjà dit que transmettre des choses par courriel, ce n'était pas sécuritaire. Donc, je crois que toute organisation, sans exception, doit revoir ses pratiques. Et bien entendu, transmettre des informations sensibles par courriel, donc nom, prénom, adresse, c'est pas aussi sensible que si en plus on me demande mon numéro d'assurance sociale ou mon numéro d'assurance maladie ou autre. Et bien entendu, peu importe qui ou peu importe quelle organisation, il y en a encore aujourd'hui pendant qu'on se parle, qui utilise des formulaires qui se transmettent par courriel et ça devrait être vraiment revisité le plus rapidement possible. D'accord, merci. Encore quelques questions qui sont très intéressantes, donc je peux même pas les dire qu'on va y répondre après parce que c'est super intéressant. Non, mais je me Est-ce que sens challengé, c'est des bonnes questions, je les adore. Oui, Oui. bah, moi aussi, ça nous apprend beaucoup. Est-ce que les OBNL doivent faire un audit externe pour l'application de la loi? Ah, OK. Peu importe qui vous êtes comme organisation, la pire chose qui peut vous arriver, et même comme personne dans votre vie, c'est de jamais avoir de la rétroaction de quelqu'un externe à vous. Donc, comme personne, si jamais vous avez jamais fait affaire avec un médecin ou en tout cas un professionnel ou une professionnelle de la santé, et incluant les services sociaux, peut-être que vous avez des mauvais comportements ou des mauvaises choses, puis vous vous en rendez pas compte, vous ne pouvez pas les améliorer. Je reprends ça au niveau personnel, puis je vous le projette dans votre organisation, c'est le même principe. Peut-être que vous avez des pratiques que vous trouvez très bon, que vous trouvez que tout ce que vous faites est adéquat, mais il n'y a personne de l'externe qui est venu vous challenger. Vous avez un grand risque. OK? Donc, prenez le temps, que vous soyez un organisme sans but lucratif, que vous soyez à but lucratif, gouvernemental, paragouvernemental ou autre, s'il vous plaît, prenez le temps d'avoir quelqu'un qui vient juste voir vos pratiques. Il n'est pas obligé de tout regarder. Il peut regarder certains morceaux en fonction de où est-ce que vous croyez qui est votre risque, mais qui prend le temps de venir regarder qu'est-ce qui se passe dans votre organisation. On appelle ça de la vérification externe, de l'audit externe. C'est sauveur. C'est vraiment nécessaire. Et la preuve, c'est qu'au niveau fiscal, on vous oblige de vous faire vérifier pour faire confiance à vos états financiers. Et ça, c'est une obligation. Donc, je verrai la même chose dans ce cadre-ci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un chevauchement ou un écart entre la loi 25 et une autre loi ou disposition du gouvernement fédéral? Je crois que le gouvernement fédéral est en amélioration continue à un rythme quand même assez rapide de ses dispositions légales. Comme je ne suis pas un juriste de formation et que je n'ai pas lu je sais que ça s'en vient vers les dernières lectures, entre autres le projet de loi 27, j'ai l'impression que l'important, c'est que tout soit cohérent. Je crois pas qu'il y ait des contradictions. Puis, je pense plutôt qu'on devrait voir ça comme en étant très positif. Moi, je suis fier d'être un Québécois puis d'être un Canadien quand je regarde la protection de la vie privée, la protection des renseignements personnels, parce que je veux justement éviter des situations où est-ce que l'État devient trop maître de ce que je fais ou peu importe quelle organisation privée ou publique. OK. Et moi, une question qui vient de moi, et je pense que OK. quelqu'un l'a posée. Est-ce Ah, qu'il y phew. a enfin, en fait, c'est deux questions, mais moi, la mienne, c'est en fait, vu on arrive à une date d'échéance où il faut se conformer, est-ce qu'il existe des sanctions? Parce que là, tu parlais tantôt du RGPD. Oui. Et on a tous vu effectivement que s'il n'y avait pas de respect de la durée, en tout cas de la mise en conformité, il y avait des sanctions qui étaient quand même à hauteur d'un pourcentage du chiffre d'affaires selon l'entreprise. Est-ce que c'est le même cas ici au Québec avec la loi 25? Et si oui, quelle est la date butoir pour cela? Ah, c'est notre date d'anniversaire. Je n'ai pas parlé des sanctions, mais la question me permet de le faire. Donc, à partir du 22 septembre 2023, vous êtes
au niveau personnel, comme on pourrait dire responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, si vous avez vraiment une mauvaise gestion, vous ne faites rien de façon consciente, puis même inconsciente, là, vous avez des obligations, nul ne doit, tout le monde est tenu de connaître la loi. Au niveau de votre organisation, puis même après ça, des amendes conséquentes, ça peut aller, je vous dis ça de mémoire, jusqu'à 4 de votre revenu mondial si vous êtes une multinationale. Donc, on se rend jusque dans les millions. Donc, oui, tout à fait, vous pouvez être poursuivi et dites-vous que si vous êtes une organisation qui, dans les prochains mois, va être victime d'une situation que vous n'avez rien fait, j'aimerais pas être à votre place parce que moi, si j'étais le législateur, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je ne suis pas un Dieu, je ne peux pas prédire l'avenir, mais moi, je vous utiliserai comme exemple pour être certain que les autres qui sont un peu trop statiques à mon goût bougent également. Donc, je ne veux pas être le premier, je vous assure. Et c'est là, je vous dis, restez au moins dans votre segment de marché, puis si possible, soyez leader plutôt de la situation. Prenez le flambeau et faites bouger les gens autour de vous. Ça va aider tout le monde. D'accord. Alors, je vais poser une dernière question Oui, et après, est-ce que je propose des questions auxquelles on n'a pas répondu? Je te les enverrai par courriel. Et si tu peux comme on fait d'habitude, et comme ça, je pourrais les transmettre tout à fait. aux personnes, enfin à tout le monde. Et je pose cette dernière question et on pourra conclure avec un peu tes tips et tes conseils et surtout ce qu'il faut retenir de ça. Donc, la question, c'est de savoir, en fait, comment on choisit un expert de confiance en cybersécurité pour faire un audit, en fait, des pratiques internes. Qu'est-ce que je ferais? Je regarderais, est-ce que la personne a une démarche structurée? Est-ce que c'est basé sur une norme? Il y a ISO 27700, 700 ou 710, j'ai oublié son numéro, qui décrit en gros qu'est-ce qu'on doit faire comme protection. Donc, est-ce que je suis quelque chose ou vous sentez que la personne improvise un peu plus? Est-ce que finalement, la personne va me remettre un rapport écrit à la fin? Ça va de soi, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Puis quand elle écrit le rapport, est-ce qu'elle vient consulter des ressources, savoir qu'est-ce qu'elle devrait mettre dedans pendant qu'elle est en train de l'écrire après son audit? Si vous préférez être en train de l'adapter, moi, je pense que j'ai besoin, si j'ai un audit, que ce soit le plus transparent possible. Est-ce que je suis certain que la personne, tout ce qu'elle va me fournir va être conservé de façon confidentielle? Est-ce qu'elle est tenue, entre autres, par le secret professionnel? Parce que si jamais elle trouve des choses puis que je dois travailler dessus, j'aimerais peut-être pas que ça soit su au grand public parce qu'il y a eu une fuite à quelque part. Donc, j'ai une façon de faire avec l'externe, tout à fait. Puis, comme d'habitude, comme je suis habitué avec des fournisseurs, habituellement, les références, donc d'autres personnes qui ont eu des services de cette personne-là, qu'elle soit physique ou morale, et qui ont que de bons commentaires, et peut-être pas juste une personne que j'ai consultée, peut-être au moins deux, Bien ça sûr. me donne aussi un bon indicateur de qualité. D'accord. Ok, ben j'ai survolé en tout cas une grande partie des questions. Comme je disais, le reste, on pourra y répondre plus tard. Oui, Merci beaucoup, Pierre-Martin. Merci à toutes ces personnes qui ont participé. Et du coup, Pierre-Martin, je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les points clés pour toi, en fait? Date d'anniversaire bientôt. Il y a quelque chose qui arrive, en fait. Comment tu rassures nos participants et surtout, qu'est-ce qui est important à retenir et quelles sont les étapes, en tout cas de façon très résumée, à suivre? donc pour vous rassurer, c'est vous-même qui allez le faire parce que vous allez commencer à bouger, vous allez arrêter d'être statique si c'est le cas. Vous allez commencer par être conscient de où vous êtes aujourd'hui. C'est l'étape la plus importante pour savoir c'est quoi le chemin qu'il y a à faire pour la conformité. Et vous allez mettre le tout en ordre de priorité en fonction de la sensibilité des renseignements personnels que vous devez protéger. Donc, vous faites finalement une gestion de risque puis une gestion de priorité et vous avancez sans arrêt pour le restant de la vie de votre organisation. Et à ce moment-là, vous faites ce qui doit être fait et c'est vous qui allez vous rassurer parce que vous le faites et non pas moi. Merci beaucoup, Pierre-Martin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les prochaines étapes à suivre pour se conformer à la loi ou on termine un peu sur cette belle parole? On terminerait comme ça. Donc, D'accord. en regardant la présentation, ça vous donnera des trucs. Puis, vous avez justement dans les ressources d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord. Merci beaucoup, Pierre-Martin. Encore une fois, merci à tous les participants.
Et puis, comme on l'a dit, s'il n'y a pas le feu, l'essentiel, c'est de commencer maintenant et c'est réel, comme je reprends tes mots, Pierre-Martin. Et sur ces bons mots, sur cette présentation, je vous souhaite une belle journée et merci encore à tous. Merci tout le monde. Merci Pierre-Martin, à bientôt. Au revoir.